D'abord, il faut savoir que Catherine Clément, elle parle très bien toute seule. Mais là, je vais l'obliger à parler avec moi. Et bien sûr, quand on dit Catherine Clément, on pense qu'on va parler de l'Inde, mais on ne va pas commencer par là. On va pas commencer par là. Parce que déjà, le titre de cette heure, c'est Catherine Clément, passeuse de savoir. Et pour être une passeuse de savoir, il faut d'abord avoir la passion du savoir. Et c'est ça dont je voudrais que vous commenciez à en parler, parce que moi, ce qui me fascine chez vous, c'est en effet votre passion du savoir, mais votre passion de tous les savoirs. Vous avez envie de... Vous n'êtes pas quelqu'un qui se met dans... Par exemple, bon, vous avez fait de la philosophie, d'accord, mais vous ne faites pas que ça. Tout vous intéresse. Presque tout. Mais oui. Les mathématiques ne m'intéressent pas. Je suis absolument pas douée pour ça. Voilà, il y a ça, ce côté du secteur des mathématiques, donc je me mets à l'écart de tout ce qui a été dit avant. Je crois que c'est une séquelle de guerre, pour être tout à fait juste. Je suis née en février 39, donc en juin 40, à la fin de la drôle de guerre, je me suis trouvée une première fois sous les obus et les bombardements allemands. Alors, à 1 an et demi, quand même, ça laisse ce sont mes premiers souvenirs, en tout cas. Ça a recommencé en 44 à Paris. Cette fois-ci, c'était les bombes des Alliés. Et donc, j'ai quand même, en dehors de la Shoah qui a frappé ma famille, c'est tout à fait autre chose. Mon expérience personnelle de la guerre, c'est la bombe. Hein, pas la faire, la recevoir. Et on m'a trouvé, paraît-il, j'ai pas la confirmation de ça, mais on m'a trouvé sachant lire dans un gros livre de mythologie énorme. Hein, on va en parler de la mythologie tout à l'heure. Mais c'est comme ça a été mon premier livre. Ça et La petite fille aux allumettes. Et donc, je n'ai pas appris à lire. Et qui plus est, non seulement j'ai pas appris à lire, mais j'ai su lire de façon traumatique, on peut dire, hein, selon la méthode dite Kennedy, c'est-à-dire la photographie de la page, qui fait que je bouffe les bouquins à une vitesse décourageante. Mais c'est bien utile pour apprendre. Yeah. C'est bien utile pour apprendre. Et donc, voilà pourquoi je dis que c'est une séquelle de guerre. Alors, d'abord, les dieux de la mythologie grecque m'ont paru, c'était de la mythologie grecque, m'ont paru infiniment plus rassurants que les bombes. Maximum, il y en a un qui brandit la foudre, mais enfin bon, c'est pas considérable quand même. Même les guerres entre titans, Titans et Zeus, c'est pas si diabolique que ça. Et après, ben voilà, j'ai continué à... Vous avez raison, à tout vouloir apprendre. Incroyable. Oui. Mais alors bon, c'est-à-dire que je suis à la fois autodidacte et pas autodidacte. Voilà, hein, du point de vue des savoirs. J'ai été j'ai été très maltraitée par l'université parce que je faisais autre chose que ce que je devais faire. Et trop de choses, c'est pas bien. Autre chose. Oui, mais trop de choses diverses, c'est ça. Trop de choses diverses. Mais enfin, ça me regarde. De toute façon. Mais ça a été beaucoup dit. Et je ne vois pas pourquoi je mettrais des bornes à la passion de savoir. Ça, je ne comprends pas. Ni ce que c'est que la spécialisation, mot qui me paraît de l'ordre du freinage considérable. Et à vrai dire, ça pose des questions sur l'université. Je veux vous dire tout de suite quand même pourquoi je l'ai quitté, l'université, parce que j'y tiens beaucoup. C'était en 1976, un matin à 8 heures. Je faisais cours à 8 heures pour éviter les gauchistes, qui se lèvent plus tard en général. Les trotskistes se lèvent tard. Donc moi, je faisais mes cours d'agrég à 8 heures le matin. Moi, je connais des trotskistes qui se lèvent tôt, ils travaillent au Monde, ils se lèvent très tôt. Mais ceux-là, ils ont du boulot. Différent. Bon, donc c'était 8 heures du matin en décembre, et j'avais un amphi d'agrég quand même, c'était pas n'importe quoi, la préparation à l'agrégation, et je me suis retrouvée sans chauffage, sans électricité et sans carreaux. Et c'est là que j'ai décidé de partir. Je l'ai dit publiquement à mes collègues, et Elisabeth de Fontenay, avec son pessimisme joyeux qui la caractérise, m'a dit « Eh oui, que veux-tu, nous allons vieillir là-dedans. » Je dis « Toi, si tu veux, mais moi, pas. » Tout cas, ça. Et donc, voilà comment je m'en suis échappée. Et c'est vraiment, pour moi, décisif d'avoir quitté l'université sur un problème matériel. Et ça a été ça, l'université. Très peu de gens s'en souviennent. Mais ça a été ce laisser-aller, cet abandon physique qui était un amphithéâtre à la Sorbonne, à la Sorbonne même, sans carreaux, sans chauffage et sans électricité en décembre. Voilà. Mais il y avait ce fait que vous aviez bravé un interdit, de toute façon. Vous avez bravé le fait de ne pas rester dans un champ. Ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire tout vous intéressait, donc vous étiez suspecte, finalement, à l'université. Parce que je suis... Ah oui, mais je pense que je le suis toujours. Oui. Certainement. Oui, je découvre petit à petit. J'ai passé beaucoup de temps à l'étranger et en revenant, les tiroirs se sont ouverts et j'ai découvert ce que mes petits camarades universitaires avaient dit de moi entre-temps. C'est assez joyeux, il faut dire. Hein. C'est écervelé, ne sait rien,
n'a jamais rien appris. Ah, ça, alors, Ah, bah c'est oui, difficile, voilà. ça, c'est difficile. Ah, ben ce sont les Altursériens qui disent ça. C'est plutôt l'inverse, a trop appris. Mais pourquoi trop? Enfin, beaucoup appris, beaucoup appris. Mais justement, on va parler de cette diversité. Bon, vous avez écrit une 50aine de livres, ce qui est quand même pas mal, déjà, en plus d'avoir fait des cours pendant très longtemps, même si vous avez abandonné en 1976. Et si on prend... Donc, vos livres, c'est des romans, des essais, des récits, des mémoires. Et si on prend quelques titres, on voit tout de suite la diversité. Par exemple, La Sultane. Ah, c'est le premier roman que j'ai écrit en cachette sur un cahier. Et oui, c'est bien pour ça que j'en parle. Parce que les précédents livres que j'ai écrits étaient des livres de commandes. De commandes, justement, passage de savoir sur Lévi-Strauss, passage de savoir sur Lacan, passage de savoir sur ci et ça, passage de savoir apprendre à un parti communiste que oui, Freud était compatible, et Freud et Lacan étaient compatibles avec eux. Ça, j'en ai été chargé officiellement quand même. C'était du boulot, ça. Non, c'est rentré comme dans du beurre. C'est vraiment rentré comme dans du beurre. Ils ont vraiment compris? Ah, mais absolument. Les esprits étaient prêts. Donc, Catherine Clément a changé le Parti communiste français, il faut le savoir. Je leur ai fait un très... Lacan d'abord, ça passait mieux que Freud, bizarrement, parce que... Alors que Lacan était bien plus grand bourgeois que Freud, mais enfin, ça passait mieux. Et puis ensuite, Freud, si, ça s'est passé tout seul, vraiment. Les esprits étaient vraiment mûrs. Et il faut dire aussi que nous étions très nombreux à avoir adhéré au Parti communiste à l'été 1968. Ah oui, ça m'a sidéré, je dois avouer. Parce que moi, à l'époque, je n'aurais pas entré au Parti communiste. Mais parce que vous n'avez jamais... parce qu'on n'a pas la même biographie. Parce qu'on n'est pas né la même année. Vous n'avez jamais entendu des maoïstes dire nous allons nous débarrasser du savoir bourgeois, virgule, ça passe encore, et faire un bûcher de livres. Et ça passe plus. Non, ça passe pas, je suis d'accord. Ça passe pas. Non, voilà. Non, mais moi, j'étais assez joyeuse. Et je me souviens qu'un jour, j'ai voulu lancer dans une manifestation c'est la fête dans la rue, et les trotskistes et les maoïstes n'ont pas aimé ça du tout. Oui. C'est pas la fête, c'était pas la fête pour eux. Enfin, le Parti communiste, c'était pas la fête non plus. Non. À part la fête de l'humanité. Qui est bien. Oui. Mais non, c'était... Non, mais plus sérieusement, pourquoi vous êtes entré au Parti communiste à cette date-là? Mais exactement pour la raison que je viens de vous dire. C'était le seul parti de gauche. Il n'y avait plus de parti socialiste. Il restait, pour protéger les livres, le parti des gaullistes. Les gaullistes de gauche n'existaient même plus. Les gaullistes, qui étaient très à droite à ce moment-là, à la fin juin 68. Et le Parti communiste, il n'y avait plus qu'un seul parti de gauche qui protégeait le savoir et les livres. C'est la raison pour laquelle j'y étais. L'unique raison. Et vous l'avez quitté ou jamais? Pardon? Vous l'avez quitté? Si, j'ai été exclue en février 81. Exclue? Ah, ça, c'est bien. Attendez, ça a déjà été une bataille pour me faire exclure, parce que Georges Marchais avait inventé ils vont se mettre en dehors du parti, ce qui était une façon de court-circuiter les statuts du parti. Et donc, quand il a été question de me mettre en dehors du parti, c'était au moment où beaucoup de gens ont quitté le parti à ce moment-là, où deux maires communistes, un serait passé encore, un type peut se tromper, mais deux non, démolissaient les foyers de Maliens à coups de bulldozer. Ça, c'était un épisode épouvantable. Février 81, ouais. Voilà. Donc j'ai écrit un article vengeur dans le Matin, donc ma cellule a commencé. Mais déjà le fait d'être au Matin, vous étiez un peu déviationniste, parce que le Matin, non, pas du tout. Plus socialiste, non, non, il y avait une cellule d'ouvriers de la photocomposition. Donc, ça, oui, il y a toujours eu des ouvriers du livre communiste dans tous les journaux. Moi, ça m'a pas gêné, voilà. À part qu'on m'a bisuté au début, mais pour le reste, je sais très bien dans quel c'est les bisutages. Non, mais quand même, le Matin de Paris, c'était un organe créé pour faire l'élection de François Mitterrand, ou je rêve? Oui, mais bon. François Mitterrand, permettez-moi de vous le rappeler, ma chère amie, avait été aussi candidat unique de la gauche. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, c'était pas très difficile. Le programme commun. C'était pas compliqué à rabouter. Non, ça se joignait assez bien. Et donc, j'ai obligé la cellule en question. Je leur ai dit, une partie, c'est comme une association de pêcheurs à la ligne. Il y a des statuts, on respecte les statuts. Pour une exclusion, il faut se réunir et voter. Ce qu'ils ont fait. Et ça a été même confirmé par une dépêche de l'AFP de Georges Marchais. Je suis très fier de ça. Vous l'avez gardé, j'espère. Absolument. Mais c'est pas un passage de savoir. C'est le passage de savoir, je l'ai fait à l'intérieur du Parti communiste et j'en ai reçu beaucoup de savoir de ce parti. Mais du coup, on s'est éloigné de la Sultane. On parlait de la Sultane. Vous disiez que c'était votre premier roman écrit en cachette. À la main, sur un petit cahier. Ouais. Et pourquoi? Pour ce qui est des romans, je ne sais pas. Je ne sais jamais pourquoi je les écris. Est-ce que le roman vous paraissait comme quelque chose d'interdit jusque-là? Oui. Ah ben voilà, c'est quand même ça. C'est absolument. Par là qu'il faut commencer. Absolument. Maintenant, pourquoi celui-là? Pourquoi ce personnage-là? Et pourquoi, pour chaque roman, je n'ai aucune réponse avant qu'il soit publié.
Un mois après qu'il soit publié, je collecte à l'intérieur de moi toutes les réponses. Voilà, c'était ce sujet-là, parce que. Mais avant, non. Et pour la sultane, j'ai pas vraiment trouvé. Même aujourd'hui? Je pense que ça a le plus grand lien avec les Balkans et l'Europe, puisque les personnages de ce roman, il y en a quand même 2 qui sont nés dans les Balkans. L'une est fille de pape, c'est la sultane, et l'autre est tout à fait orthodoxe, hein, c'est le grand vizir, et tous les 2 musulmanisés d'office, puisqu'ils sont dans le sérail et le harem du sultan. Donc je pense que confusément, c'était une histoire comme ça qui se jouait. Et quand je vois que la Turquie se détache de l'Europe, ça me navre à un point inimaginable. Mais c'était quoi cette idée? C'était à cause de toute votre formation, c'était le roman, c'est quelque chose d'interdit pour moi? Je dois être une essayiste, une passeuse de savoir, justement. Est-ce que le savoir passe par le roman? Peut-être pas, donc je vais pas faire de roman. Je me suis jamais posé ces questions-là. Alors pourquoi c'était un interdit? J'en sais rien. Si, c'était un interdit. C'était un interdit. Vous êtes bien allé sur le divan, non? Ben oui, mais ça me regarde, enfin, quand même. Elle est formidable, celle-là. Vous voulez que je vous raconte tout comme ça? Non. Non. Non, je ne sais. C'était pas un interdit. D'abord, c'est un interdit qui a disparu. C'était un interdit. Dans le livre qui s'appelle Mémoire, et qui est la première partie de mes mémoires, il y a un chapitre qui s'appelle Je ne suis pas un écrivain. Je me souviens très bien. Voilà. Bon. Alors, c'était un interdit parce que encore aujourd'hui, j'aimerais pas être un écrivain au sens où le milieu littéraire français l'entend. Et ça, vous connaissez bien. Oh oui. Voilà. Donc, vous en parlez à ma place. Non. Moi, je suis là pour poser des questions. C'est vous qui avez les réponses. Mais c'est vrai que le statut d'écrivain dans le milieu littéraire français, que j'ai connu au moment du groupe tel quel, et qui était absolument désespérant. C'est-à-dire, t'es écrivain, t'es pas écrivain. Si t'es pas écrivain, t'as des baffes. Si t'es écrivain, on t'adore. En gros, c'était ça. Et bon, c'était quand même extrêmement... Enfin bon, ça demandait simplement... C'était même un peu plus compliqué que vous le dites, parce qu'il n'était pas évident. Il n'était pas évident qu'on doive être écrivain. Par exemple, moi, quand j'étais à l'université, tous mes copains étaient telqueliens. Et moi, la théorie, c'est pas trop mon truc, vous voyez. Mais il y avait un mec parmi les gens de tel quel qui m'intéressait comme écrivain et qui s'appelait Philippe Solers. Et on me disait non, il écrira plus jamais de fiction. C'est fini. Qu'est-ce qui disait ça? Les telqueliens, les gamins telqueliens qui achetaient le tel quel à chaque mois, chaque fois. À chaque numéro. Oui. Et il disait non. Ce mec, d'ailleurs, vous savez qu'il est resté quand même, parce que vous avez fait un livre sur lui, vous le savez, qu'il est resté 7 ans sans écrire de fiction. Oui. Et c'était ce moment-là, c'est-à-dire les années 70. On Après disait, Paradis. non, c'est la théorie, non, moi je disais, moi je m'en fous, la théorie, j'y comprends rien. Le mec, je pensais à un écrivain. Et on disait, mais non, arrête, lis. Et ça doit être un pape de la réflexion, mais pas un écrivain. Donc ils se sont tous trompés. Et vous, pas. Ah, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais soit un groupe fermé dans lequel je suis sur le bord, sauf le Parti communiste, hein, c'est autre chose. C'était une adhésion parfaitement consciente et parfaitement lucide. Mais soit un groupe où on veut m'intégrer avec des règles, ça, je n'ai qu'une envie de casser. Vraiment. Hein. Oui, enfin, le Parti communiste, on peut pas dire qu'il n'y avait pas de règles. Mais j'ai encore une fois, sauf le Parti communiste. D'accord. Mais alors, parlons d'un livre qui est très... par rapport à aujourd'hui, politiquement incorrect, parce qu'il y a toutes ces histoires qui, moi, me navrent absolument sur les animaux, puisqu'on parlait d'Élisabeth de Fontenay. Moi, il y a un livre de vous que j'adore, que vous avez écrit avec quelqu'un d'autre, qui s'appelle Torero d'or. Oui. Ça, c'était la tauromachie. Et ça, c'était... Alors ça, la tauromachie, dans ma vie, c'est une histoire. Donc, ma mère m'a emmené aux courses au corrida de Pampelune. Donc, j'ai passé une enfance baignée, si on peut dire, baignée dans la tauromachie. Donc, pour moi, la tauromachie, c'était... naturel. Hein. Ça m'a été transmis par ma mère en plus. Hein. Ce qui était un peu inhabituel quand même. Généralement, c'est plutôt les papas qui font ça. Et puis, il s'est trouvé que j'ai eu à vivre en Indre. Et là, il a fallu que je fasse disparaître ce bouquin totalement. Et oui. C'était pas bien. Alors, attendez, vous savez de quoi c'est puni, ce genre de truc en Inde? En Inde, oui, la mort. Prison. Ça peut aller jusqu'à la peine de mort, oui. Ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Et il y a justement, puisqu'on parle de l'Inde, l'excellent apprenti dictateur qui gouverne l'Inde pour l'instant a promulgué il y a 2 ans une loi sur le contrôle des réfrigérateurs. Précisément, ça touche à la vache sacrée et ça touche donc à la tauromachie. N'importe quel flic peut débarquer chez vous, ouvrir votre réfrigérateur, et s'il y a quoi que ce soit qui ressemble à une ombre de viande, prison. Parce qu'on n'est jamais sûr que c'est pas de la vache. Donc, ce problème n'est pas seulement ludique, n'est pas seulement réflexif,
Mais les taureaux ne sont pas des vaches. Ah non, attendez, la vache sacrée... Vous faites quoi comme différence dans la viande entre un carré de viande de bœuf, de taureau, de vache? J'aime pas la viande rouge. Voilà, bon, voilà. Le flic non plus ne fait pas la différence, mais il vous arrête. Non, mais Torero d'or, moi, c'est un très beau livre parce que je trouve que, bien sûr que c'est complexe, l'histoire de la tauromachie, mais c'est quand même, on le voit dans toute l'œuvre de Picasso, c'est la lutte ancestrale entre la bête, d'ailleurs, qui a tué un torero il n'y a pas longtemps, et l'homme. Et tout ce côté gnangnan sur on fait bobo aux bêtes, ça m'exaspère. Oh, dites pas ça publiquement, vous allez avoir des moi, je m'en fous. Je ne dirais pas cela, moi. Je ne dirais pas ça. Vous savez, j'ai une formule, c'est ma liberté de parole m'a coûté tellement cher que je ne vais pas y renoncer. Oui, c'est une bonne idée, mais quand même, les anti-tauromachie sont très comment dire... Et vous ne le reniez pas, ce livre? Ah, pas du tout. Ah, bon. Non. Mais il a quand même bien fallu que je le fasse disparaître. Oui, bah ça, j'ai été en Inde, hein, et j'ai donc fait connaissance avec nos amis les vaches. Sinon, vous ne seriez pas ici. Non, mais nos amis les vaches sont extrêmement... on n'imagine pas ça dans la vie quotidienne en Inde, parce que quand on va touristiquement en Inde ou qu'on fait un voyage, on ne voit pas ça. Mais à l'époque, et encore maintenant d'ailleurs, nos amis les vaches, on leur doit le passage dans la rue quand même. Et si vous ne donnez pas le passage à la vache, de toute façon, elle vous écrase. Elle vous plaque contre le mur, elles sont grosses, hein, même les petites vaches. Et donc, la prédominance de cet animal dans la vie quotidienne indienne est absolue. Absolue, c'est quelque chose d'inimaginable à comprendre. Ça permet de comprendre l'autre côté, bobo aux bêtes. Cela dit, quand nous sommes arrivés en Inde en 87, mon compagnon et moi, qui étaient ambassadeurs de France, il y avait une sécheresse depuis 3 ans. Alors, les stocks tenaient bien, donc il n'y a pas eu de problème de famine, pas du tout. Mais en revanche, les animaux ont beaucoup souffert. Ils étaient tout maigres. Pardon? Les vaches étaient toutes maigres. Non, c'est pas ça. Plusieurs États de l'Inde se sont coalisés pour établir un mouroir à vaches. Un mouroir à vaches c'était absolument épouvantable. Donc, on mettait les bêtes qu'on ne pouvait plus nourrir, on les attachait à un piquet et puis on les laissait. On attendait qu'elles meurent. 500 000 vaches comme ça. Hein. En 3 ans. Oui. Et parce que les tuer aurait été interdit. Mais parce que les tuer, c'est impossible. Oui, c'est ça. On peut les laisser mourir, mais on ne peut pas les tuer. Et oui, mais ça, l'expérience indienne, ça apprend la dialectique comme aucun autre pays au monde ne peut apprendre la dialectique, particulièrement s'agissant de la tauromachie. En revanche, j'ai un ami sikh, non, il est mort maintenant, un vieil ami sikh c'est celui qui a interdit Salman Rushdie. Donc j'ai eu le temps d'en parler avec lui. Et lui, c'était un sikh libertaire, débraillé, foutoiresque, tout ce qu'on peut comme ça. Et pour bien montrer ça, il y avait 2 choses qui étaient sidérantes. Premièrement, quand on arrivait chez lui, il y avait 2 militaires et des sacs et des remparts, pardon, des remparts de sacs, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, il était gardé, quoi, par la. Ouais. Et quand on était dans son appartement, il y avait des photos de toreros partout. Oh. On ne l'a pas emprisonné? Non. Et il est resté vivant jusqu'au bout. Il a failli mourir dans la nuit qui a suivi l'assassinat dans l'île d'Indira Gandhi, où on a été tués les sikhs les plus connus. Donc il était en tête. Et il a été sauvé par un ambassadeur qui est allé chercher sa voiture. Et sinon, il serait fait partie des 3000 victimes. Il faut se faire aux chiffres aussi en Inde. Bon, on va revenir sur l'Inde parce qu'on va parler des dieux, on va parler de plein de l'Inde. Oui, et du régime politique actuel, s'il vous plaît. Oui, on va en parler. On va parler de tout. On a du temps. Pour une fois, on a plein de temps. Un autre livre, La Señora, ça, vous pouvez dire pourquoi vous l'avez écrit? Ah oui, c'est un livre de commande, celui-là, figurez-vous. C'est un livre de commande que j'ai commencé par refuser. Le commanditaire était Alain Ullmann, qui était quelqu'un d'extraordinairement... J'aimais beaucoup cet homme. Ouais. C'était l'éditeur de Patricia A. Smith chez Calman Levy. C'était un monsieur extrêmement élégant. Et le parolier d'Amalia Rodriguez. Exact. Il était semi-portugais, il appartenait à une grande famille franco-portugaise, famille juive. Et dans ses ancêtres, il y avait cette dame. C'est donc Alain Ullmann qui m'est venu me demander de raconter l'histoire de son extrême aïeul, puisqu'elle vivait au XVIe siècle. Elle est morte née et morte au XVIe siècle. Et j'ai commencé par dire non, sur un prétexte stupide. Oui, mais moi, je suis ashkénaze et elle est séfarade, donc ça ne va jamais coller. C'est la première chose que j'ai répondu quand même. Il m'a ri au nez, il a bien fait. Après, j'ai mesuré l'ampleur de ce que ça supposait quand même. Parce que dans ce parcours, il y a la bataille de Lépante. Raconter la bataille de Lépante, c'est pas si simple. C'est une femme qui a été persécutée par tout ce qu'il y avait de monarchie anti-juive, on peut même pas dire antisémite, c'est anti-judaïque à l'époque.
en Europe, donc en Espagne, au Portugal, en Espagne, dans les Flandres, un peu partout, jusqu'à ce que le sultan l'accueille comme la bienvenue. Et la communauté juive de Turquie a été l'une des plus prospères pendant très longtemps, parce que les sultans du royaume ottoman, de l'Empire ottoman, accueillaient les juifs persécutés. Et ils en ont accueilli énormément. Ce qui est fait quand même bizarre à l'heure actuelle. C'est quand même bizarre. Donc, retracer tout ce parcours a été extrêmement compliqué. Elle est morte en Galilée, et les Galilées lui appartenaient. Le sultan lui avait donné, Soliman le Magnifique lui avait donné la Galilée. Donc tout le monde pense que c'est celle qui a mis le petit terrain pour faire Israël après ça, ce qui n'est pas vrai. Et donc voilà, ce qui est triste, c'est qu'Alain Wohlman est mort avant la sortie du bouquin. Ça m'a beaucoup attristé, ça. De toute façon, c'était triste. Pardon ? C'était triste la mort c'était toujours triste la mort d'un homme élégant. Mais en fait, attendez, j'ai pas tout à fait fini. Mais oui, parce que justement, après avoir dit non, pourquoi vous avez dit oui ? À cause de lui ou à cause de la manière dont il vous a fait un peu le portrait de cette femme ? À cause de la Turquie, une fois de plus. Ouais, parce oui. que ça se terminait en Turquie quand même. C'était l'avant-dernière étape, la Turquie. Oui, c'était l'avant-dernière étape. Et puis quand même, la Galilée, à l'époque, le cimetière de Safed était une chose absolument extraordinaire. Maintenant, ça s'appelle Sfat. C'est pris en main par les orthodoxes les plus rigides parmi les rabbins d'Israël. Mais c'était tout à fait différent quand je l'ai vu. C'était une ville de liberté. Il y avait des juifs en caftan qui priaient. C'était tout à fait autre chose. Et de cette atmosphère-là, il y avait encore les traces. Les traces très, 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 très anciennes. Et après la sortie du livre, quand il a été traduit en portugais, on m'a emmené dans un des derniers villages maranes du Portugal. Tout à fait dans les hauteurs. Dans le nord ? Dans le nord, tout à fait dans le nord. Alors, les maranes, il en restait quelque chose comme une dizaine à peu près. Et il leur restait, ça, ils avaient été très étudiés, ces derniers maranes du Portugal, il leur restait une vague chanson sur Moïse, et il fallait, quand on parlait de Moïse, fouetter un petit ruisseau avec une herbe, ce qui voulait dire ouvrir la mer, ouvrir la mer Rouge. Ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Et je les ai à peine connus, parce que quand j'y suis arrivée, un rabbin américain m'a accueilli. Déjà, je me demandais ce qu'il fichait là. Et ensuite, il m'a emmené à la synagogue, qui était un cube de béton, partagé en deux, secteur des filles, secteur des garçons. Et comme ils voulaient m'honorer, ils m'ont invité dans le secteur des garçons. J'ai évidemment dit non. Et donc, je suis passée dans le secteur des filles, et là, il n'a pas pu entrer. Et c'était tout à fait formidable. Mais enfin, bref, il était là pour rejudaïser les maranes qui, du coup, ont perdu... je pense qu'ils ont perdu ce qui était devenu du folklore, mais qui était un phénomène anthropologique tout à fait passionnant. Mais ça fait plusieurs fois que vous parlez de la Turquie. Et vous avez dit que vous étiez triste que la Turquie s'éloigne de l'Union européenne. Vous voudriez que la Turquie soit membre de l'Union européenne ? Ah oui. Pourquoi ? Je sais peut-être parce qu'un de mes grands-pères, mon grand-père maternel est né à Bakou, donc c'est ça. Je suis toujours attiré vers l'Est, pas du tout vers l'Ouest, toujours. Et donc je pense que ça a à voir avec... ça a à voir avec ces empires passés et ce qu'ils ont tricoté et dont on peut sauver quelque chose quand même. Oui, je pense que c'est ça. Mais le régime turc actuel pose problème quand même, non ? Oui, l'Indien aussi. Mais justement, on va parler de l'Indien après. Pareil. On est sur les Turcs pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je vais garder le deuil intérieur et de l'Inde et de la Turquie. Voilà, ça c'est sûr. Mais du coup, vous pensez quand même qu'en Turquie, ça pourrait changer et qu'ils pourraient venir dans l'Europe ? Ou qu'ils sont partis sur une voie qui va les couper définitivement de l'Europe ? Ça tient à un seul homme. Ça tient à un seul homme, hein, dans les deux cas d'ailleurs. Hein. Oui, je pense que ça peut changer. Je pense que de mon vivant, je ne suis pas toute jeune, hein, mais je pense que de mon vivant, je peux voir ça changer, oui. L'Inde, c'est beaucoup plus difficile. Restons sur la Turquie une minute, parce que vous pensez que intellectuellement et civilisationnellement, si on peut dire ça, la Turquie doit appartenir à l'Europe. Mais bien sûr que oui. Et bien sûr que oui. Ne serait-ce que cette petite chose toute bébête que je ne sais pas si vous le savez, Atatürk, vous savez, appartenait à une secte juive, le saviez-vous ? Non. Ben voilà. Mais moi, j'ai pas la passion du savoir que vous avez, donc je suis très, très, très ignorante. Mais c'est quand même saisissant.
J'apprends des tas de choses avec vous, justement. Oui, mais ça, quand je le dis, on l'enregistre, mais personne n'en tire les conséquences. Alors, toute la Méditerranée circulait, et les Juifs circulaient comme d'ailleurs les autres, hein, comme les Peuls en Afrique. C'est à peu près la même chose, hein, c'est la circulation indéfinie. Mais Atatürk avait des racines juives. Et ça, ne serait-ce que ça les rattache au passé de l'Europe, sinon au présent. Au passé de l'Europe, en tout cas. Au passé juif de l'Europe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même, parmi les sultanes et autres favorites, enfin, sultane, il n'y en a eu qu'une, puisqu'il n'y a eu qu'une seule épousée. Mais parmi toutes les femmes qui peuplaient le harem, toutes étaient d'origine orthodoxe, ou grecque, ou française, ou catholique. Elles étaient toutes autres que musulmanes. Donc évidemment que oui, ça a du rapport. Bien sûr, ça a du rapport. Ça nous permettrait peut-être de résoudre la question de l'islam, notamment, par exemple. Soyons optimistes. Non? Alors on va passer à tout à fait autre chose parmi vos passions. Et je vais citer un nom, Adrienne Lecouvreur. Ça, c'est pas l'islam. Hein. Non, on parlera de l'islam quand même, s'il vous plaît. Et on va parler de l'Inde, donc ça existe aussi en Inde, non? Oui, oui. Non, mais pour finir avec la Turquie, c'est en Turquie qu'est né l'ordre des derviches, soufis. Oui. C'est en Turquie que le soufisme a été la Turquie et le Moyen-Orient, c'est le soufisme. Et le soufisme, c'est pas tout à fait l'islam, tout en étant l'islam. C'est en tout cas la tolérance, c'est aussi la transe. Et c'est quand même quelque chose qui est précieux et qu'il ne faudrait pas laisser filer. Voilà. On ne va pas laisser filer, mais moi j'ai envie de parler de toutes vos passions. Alors, Adrienne Lecouvreur, oui, ça aussi, on me l'a demandé, ce livre. Et ça, j'ai accepté de faire ce roman-récit parce que le personnage est très, très séduisant. Parce que sa mort est une chose, enfin sa mort, ce qui est arrivé à son corps après la mort est quelque chose d'insensé, que ça a donné un magnifique opéra. Enfin, justement, c'est parce que je veux qu'on parle de votre passion de l'opéra. C'est pour ça que j'ai cité d'abord Adrienne Lecouvreur. L'opéra est un peu... C'est un opéra de Chiléa où il y a une mort magnifique, une mort de femme absolument magnifique. Mais l'histoire elle-même est stupéfiante. Alors, dans l'opéra, il y a beaucoup de volutes, de préciosités, etc. Mais il y a une fin admirable. Il y a 10 minutes de musique pour lesquelles je donnerais beaucoup de choses. Voilà pour l'opéra. Je ne revendique pas tout le reste, si là. Je revendique juste les 10 minutes de la fin. Et vous aimez d'autres opéras. Vous avez bien fait sûr. beaucoup de choses. Mais Adrienne Lecouvreur elle-même est un personnage tout à fait passionnant, puisque songez que François Regnault et Jean-Claude Milner ont écrit un livre sur la prononciation d'Adrienne Lecouvreur. Elle a fait changer l'art de dire. Ah oui? Oui, absolument. Ben oui, voilà, on apprend. Eh oui, on apprend. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Alors ça, c'est une sacrée bonne idée. Parce que de boire avec cette espèce de languette, là, oui, c'est terrible ce truc. J'ai essayé hier, j'ai eu beaucoup de mal. L'opéra. Adrienne. Si j'avais Adrienne ou l'opéra? Adrienne d'abord, l'opéra ensuite. Et pas l'opéra Adrienne Lecouvreur, l'opéra en général. Adrienne d'abord. Alors, elle apprend quand même, elle apprend à jouer la comédie à l'âge de 9 ou 10 ans. Juste dans le quartier Saint-Sulpice, dans la rue Servandoni, là où habitait Barthes. Et là où il y a eu très longtemps les éditions Plomb. C'est dans la cour des éditions Plomb qu'elle a. C'est quand même ça faisait quelque chose d'apprendre ça, hein, qu'elle avait commencé son destin de femme de théâtre dans cet endroit-là. Et puis ensuite, elle est passée de lit en lit, de mariage en mariage, ça c'est pas très important. Sur le parcours, il y a Voltaire, qui est un amant charmant, apparemment seulement charmant. Et ben oui, ça apparaît quand même comme ça. Il n'a pas l'air de penser. Comment? Il n'a pas l'air de penser avec Adrienne Lecouvreur. Si, parce qu'il est... Bah, si, quand même. Il est charmant. Oui, c'est ça, voilà, il est charmant. Et elle a comme grand amour le maréchal de Saxe, qui est un personnage absolument loufoque, mais alors totalement loufoque de A à Z, qui n'est pas tout à fait un roi, qui n'est pas tout à fait un prince, qui est un coureur de jupons effrénés, qui est beau comme un dieu, et pour qui Adrienne Lecouvreur vend tous ses bijoux pour qu'il devienne roi de Courlande. Déjà, roi de Courlande, c'est beau en soi. Mais ça ne marche pas, ça ne marche absolument pas. Et tout à la fin de sa vie, c'est très très peu de temps avant la mort d'Adrienne Lecouvreur, dont on pense qu'elle a été empoisonnée par une noble, par une rivale. Et ce qui arrive après la mort est le plus important. Donc les comédiens français avaient prévu de faire un hommage à Adrienne Lecouvreur. Bon, son corps était resté sur le lit, tout le monde est allé se coucher, même Voltaire. Et puis pendant la nuit, des gens du ministère de l'Intérieur de l'époque sont venus, ont pris le cadavre,
l'ont mis avec un balai dans le dos pour qu'elle tienne bien raide, l'ont emmenée en fiacre, enfin, l'équivalent du fiacre, jusqu'à un endroit qui est aujourd'hui, dont l'adresse est très connue, qui est 37 quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères. Ils ont creusé une fosse et ils ont mis de la chaux sur tout ça. Et quand Voltaire et les autres sont revenus pour l'hommage, il n'y avait plus d'Adrienne Lecouvreur. Ça a été le tout premier scandale que Voltaire a fait éclater. Et c'était en effet un vrai scandale. Il s'agissait surtout de protéger la noblesse, puisque l'une des membres de la noblesse avait empoisonné cette actrice. Et Voltaire a fait un raffut, alors ça, extraordinaire. Et je trouve que c'est une histoire absolument magnifique. Magnifique. Oui, et c'était une commande aussi. Pardon ? C'était une commande. Oui, c'était une commande d'une femme qui s'appelait Marie-Joseph Gers, qui est morte il n'y a pas longtemps. Elle est morte ? Oui, ah bon. je crois que oui. Vous êtes sûr ? Oui, en même temps que son mari. Non, mais il est mort avant, lui. Non. Peu de temps après ? Oui. Ah ouais ? Bon. En tout cas, vous avez commandé ça. Elle travaillait chez Lafont à l'époque, non ? Oui, c'est ça, exactement. Chez Lafont. Elle avait 30 ans de moins que son mari. Donc c'est pour ça que j'ai été très frappée qu'elle meure tout de suite après, quand même. Et alors, l'opéra, pas l'opéra Adrienne Lecouvreur, mais l'opéra dans votre vie. Ça m'a beaucoup occupée. Ah oui. Ça m'occupe un peu moins parce que je m'intéresse maintenant plus aux mises en scène qu'à l'opéra lui-même. J'ai sur le feu la suite du livre que j'ai fait il y a si longtemps, qui s'appelait L'opéra ou la défaite des femmes, parce que c'est également la défaite des ténors et des contre-ténors. Donc ça serait intéressant de traiter ça en termes de tessiture. Mais alors, s'il faut s'embarquer dans les commentaires des amateurs d'opéra, ça, c'est moins amusant quand même. Hein. Tout ce qui est la secte des amateurs d'opéra, elle peut être extrêmement féroce. Hein, j'ai eu pour la parution de mon livre, j'ai eu une dispute avec Maurice Fleuret qui était absolument effroyable. Qu'est-ce qu'une femme peut comprendre à l'opéra ? C'était terrible. Ah, c'était formidable. Hein, c'était absolument formidable. Hein. Mais vous lui avez survécu. Pardon ? Vous lui avez survécu. Oui, on s'est même réconciliés. Mais quand même, le réflexe, c'était toutes ces femmes qui meurent, ce sont quand même des divinités. Je disais, ok, d'accord, mais elles meurent d'abord avant des divinités. Et c'est des chanteuses, c'est des femmes dans leur viande. Ah oui, mais ça, on ne veut pas le savoir. Et c'était tout à fait fascinant. Et donc, le monde de l'opéra n'est plus tout à fait le même. Dans son fonctionnement, il m'intéresse un peu moins, sauf, j'ai une cousine germaine qui fait de la mise en scène d'opéra. Donc ça me plaît beaucoup. Voilà mon lien avec l'opéra, il est maintenant devenu familial. Oui, mais le reste, il faut le faire. L'histoire des ténors et des contre-ténors, c'est très intéressant. Oui. Il faut le faire. Oui, je le ferai. Et ça sera encore un truc sur commande, puisque vous me le demandez. Oui, mais l'ennui, c'est que je ne suis pas éditrice, mais ça fait rien. Tous les éditeurs le prendront. Non, mais c'est vraiment intéressant comme histoire. Je suis bien d'accord, oui. Je suis d'accord que c'est intéressant, oui. On va passer à la philo. Bon. Mais par un biais. L'Inde, elle arrive après, juste après. Quand même, on va pas squeezer Lévi-Strauss, on va pas squeezer Lacan complètement, et on va pas squeezer ni l'un ni l'autre ne sont philosophes. Non, quelque chose qui arrive par, oui, mais quelque chose qui arrive par un roman sur des philosophes. Mais c'est parce qu'il m'interrompt, Gérard, que je suis perdue. C'est Martin et Anna. Ah, ça, ce roman que vous avez critiqué si férocement. Oui, hein ouais. Bon, on se souvient. Hein oui, mais moi aussi, je m'en souviens. Alors, Martin et Anna, ça, pour le coup, personne ne me l'a commandé. Je lisais une biographie c'était de Hannah Arendt, quand j'ai trouvé dans un coin d'une page, c'était la biographie d'Hannah Arendt, la biographie de référence, la biographie américaine, qu'elle est venue retrouver Heidegger en 1950, je parle de Hannah Arendt, et beaucoup plus tard, elle allait presque tous les ans le voir en Allemagne, et beaucoup plus tard, alors qu'il était plus très conscient, disons, qui roupillait dans son fauteuil devant la fenêtre, elle a eu une discussion de 3 heures avec l'épouse. Voilà. Bon, donc ce que je raconte, c'est cette discussion de 3 heures avec l'épouse pendant qu'Heidegger est en train de passer doucement de la vie à la mort. Mais enfin, de la vie à la mort sans douleur. Comme toujours avec lui, sans douleur. Je trouvais que vous étiez trop intéressé à l'épouse. C'était pour ça que j'ai pas aimé ce livre.
Mais l'épouse est quand même la clé du nazisme de Heidegger. C'est vrai. C'est elle qui a pris sa carte la première, c'est elle qui a gardé sa carte. S'il n'avait pas eu Elfriede Heidegger, il n'y aurait pas eu de problème nazi avec Heidegger. Il aurait peut-être fait toute autre chose. Donc elle est absolument essentielle, l'épouse, là, franchement. Mais ça, il fallait le dire plus fort encore ailleurs que dans un roman, je trouve. Parce que c'était votre manière de combattre cette espèce Mais ma chère amie, vous savez ce que vous allez faire? Vous prenez un petit cahier puis vous écrivez. Non. Je vais vous faire un livre de commandes sur Heidegger, sur la frénésie actuelle. La frénésie actuelle. Moi, j'ai été initiée au dossier Heidegger par Jean Kelevitch, dont que j'ai eu comme professeur d'abord, qui m'a fait passer mon mémoire de maîtrise. Il était absolument terrorisé parce que j'ai accouché le lendemain, donc vous imaginez Jean Kelevitch devant une... Il était pétrifié, le pauvre. Et puis ensuite, il m'a engagée comme assistante. Assistante, ça voulait dire à l'époque qu'on assurait des travaux pratiques. Donc c'était des cours. Hein. Et donc, j'étais la première. Ensuite a été recrutée Elisabeth de Fontenay, puis Louis Salamonas. Bon, nous avons été 4 ou 5. Et il nous a quasiment fait un cours sur le dossier Heidegger tout de suite. Tout de suite. Il n'avait pas tout le dossier, mais il y en avait largement assez pour qu'on soit parfaitement au courant. Donc on n'a jamais eu aucune surprise. Ces 4 ou 5 là n'ont jamais eu aucune surprise sur le fait qu'Heidegger avait été nazi. Voilà, membre du parti nazi. Et un peu plus, mais ça un peu plus, Jankélévitch ne le savait pas. Il l'a été quand même plus que prévu, disons. Mais vous pensez vraiment que c'est sa femme qui l'a engagé par là? Ah, mais ça, alors je ne pense pas, je suis certaine, je vous l'affirme, j'en suis absolument sûre et certaine. Et que sans ça, il ne s'y serait pas intéressé? Avec un philosophe, on ne peut jamais savoir. Hein. Un philosophe, c'est une anguille. Donc, je sais, tous les philosophes sont des anguilles, absolument tous. Hein. Je crois que vous êtes philosophe. Oui, oui, absolument. Oui, tout à fait. Je savais bien. Mais j'ai une grande vocation d'anguille, comme vous. Oui, ouais. Mais donc, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais ce n'était pas la politique qui l'intéressait prioritairement, cet homme-là. Oui. C'était quand même la philo, donc c'est bien elle qui l'a tiré sur ce chemin-là. Oui, oui, ça, il n'y a pas de doute. Par le chemin de l'éducation des petits. Hein, c'était la variante éducatrice et éducatrice du nazisme. Elle était absolument terrible, Elfriede Heidegger. Ah oui, elle ne donne pas envie. Hein. Et alors qu'Hannah Arendt... Mais Hannah Arendt était nigaude. Hein. Oui, mais elle était belle. Pardon. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Oui, elle était belle. 2, elle était nigaude. Elle revient en 1950. Le dossier Heidegger est public. Il a été dénazifié tout de même, dénazifié. Tout le monde sait qu'il a été dénazifié. Hein. Et à part en France, où on brode autour de Heidegger en disant regardez ce petit, on dirait un Pierre et Gilles, les photos de Pierre et Gilles, le portrait de Heidegger, qui est fait juste après la guerre par les philosophes français, sauf Jean Kelevitch. Mais sinon, elle y va, ils recouchent ensemble. Mais elle n'est pas nigaude, elle l'aime. Ah, comment? Elle n'est pas nigaude, elle l'aime. Et elle lui sert de caution. Ben oui. Pour tout le reste. Parce qu'elle est amoureuse. Eh ben, je trouve que c'est de la nigauderie. Bon. Moi, je trouve que c'est une belle histoire d'amour. Mais non, quand je disais elle est belle, il y a quelque chose qui me fascine chez Hannah Arendt physiquement. C'est que cette femme qui a été en effet très belle, tout d'un coup, elle n'a pas vieilli d'une manière normale. Elle est devenue tout d'un coup extrêmement laide. Mais vous savez qu'elle est quand même passée par un camp de concentration. Oui, je sais. Mais... Ça peut quand même expliquer, même si c'est pas longtemps, je pense que ça peut expliquer le phénomène du vieillissement vilain, disons. Tout de même, passer au moins 4 saisons dans un lieu comme le camp de Gurs, je suis pas sûr que ça vous enlève pas toute force de vieillir bien. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Me semble-t-il. Moi, je crois que c'est plus profond, mais bon. Ben, moi, pas. Alors, je voudrais parler de psychanalyse, mais on va d'abord parler de l'Inde, parce que tout le monde comme des fous sur l'Inde. Mais justement, malgré tout, avant l'Inde, parce que je sais que vous adorez les dieux de l'Inde, ils sont là, promenade avec des dieux de l'Inde, que vous avez fait un grand article dans Le Monde pour présenter la série Mythologie, où vous avez expliqué que, notamment, ce qui m'a fait rire quand même beaucoup, qu'en Inde, il y avait une déesse maintenant qui était dédiée au sida. Oui, Aïd Sama, absolument, Aïd Sama, mais c'est quand même bouleversant, ça. Oui, moi j'aime bien les dieux grecs, alors quand même, je voudrais bien qu'on fasse un petit coup de dieu grec. Non. Je vais quand même parler d'abord de Aïd Sama, parce que c'est un instituteur qui a eu cette idée, ça montre comment naissent les dieux en Inde. Pendant les 4 ans et demi que j'ai vécu en Inde, et pendant le pays que je sillonne depuis 1983, ça fait quand même un grand bout de temps, j'ai vu naître 2 ou 3 dieux comme ça. Le plus saisissant,
c'est en effet la déesse du sida. L'instituteur n'arrive pas à enseigner l'usage du préservatif. Il n'arrive pas à faire passer la prévention. Il se dit, je vais faire une déesse. La mère sida. Amma, ça veut dire mère, et Etz, en anglais, c'est sida. Et il lui fait la tête du virus. Elle a la tête du virus. Mais oui, et ça marche très bien. Et à côté de la statue de la déesse, il y a les panneaux de prévention. Et c'est ordre de la déesse, mettez des préservatifs. Et ça marche. Je trouve ça absolument génial. C'est absolument formidable. Ça, c'est la bonne Inde. C'est l'Inde que j'aime. C'est celle qui est pleine de vitalité, qui a une inventivité absolument extravagante. L'inventivité que j'ai vue à l'œuvre tant de fois. Par exemple, avant d'y vivre, j'ai fait tourner 2 choses. J'ai d'abord fait tourner le Cendrillon de Maggie Marin. C'est avec un décor il y avait une maison avec 3 étages. Bon, j'arrive dans l'amphithéâtre de Savès-le-Donné, amphithéâtre quand même de 7000 places, et je vois les artistes absolument effondrés parce qu'il n'y a pas de cintre. D'où est-ce qu'on va accrocher une maison quand il n'y a pas de cintre? Du tout. Bon. Les Indiens ne se sont pas du tout inquiétés. Ils ont été chercher des bambous massifs. Ils ont fait des cintres en 2 heures. La maison a parfaitement tenu. J'ai suivi cette tournée à New York. Ça s'est cassé la gueule à New York. Parce qu'il n'y a pas de bambou, il y a des vrais cintres. Et j'étais vraiment contente. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et l'autre personnage que j'ai eu l'honneur de faire tourner, c'est Nureyev. Et Nureyev a été il avait bien choisi. Il était, lui, le danseur solitaire. C'était un récital de Nureyev. Il sautait ça, plus du tout comme avant. Il était déjà malade. Et les Indiens lui ont fait une fiesta absolument extraordinaire. Ils l'ont accueilli à nouveau comme une divinité. Car en Inde, et ça aussi c'est formidable, plus un danseur ou une danseuse sont vieux, mieux ils sont. Plus ils s'approchent de la divinité. Et donc, avec ses petits sauts, Nureyev a récolté un triomphe. Ajoutez que j'étais à la poursuite, moi. C'est pas facile de poursuivre Nureyev avec un rond rose. Mais justement, vous disiez qu'à part cette déesse à propos du sida, vous aviez vu naître quelques dieux pendant que vous étiez en Inde. Ce sont généralement... Alors si, il y en a un qui... C'est juste quand on est arrivé en septembre 87, et un très grand acteur de cinéma passé à la politique, comme ils sont très nombreux en Inde, à passer de l'activité cinématographique à la politique. Pourquoi? Parce que quand c'est ceux qui jouent les rôles de Dieu. Donc tout est lié. Ils jouent les rôles de Dieu, donc après ils font campagne. Ça, j'ai vu ça plusieurs fois, avec une espèce de jeep dans lequel il y a un lotus. Et le type, il est dans le lotus, il est maire du lotus, et il a ses ornements de Dieu. Et ils font campagne comme ça. Celui-là était très puissant. C'était le chief ministère, le ministre délégué en chef du Tamil Nadu. Nous dînons la veille au soir avec le chef de la police de ce qui s'appelait Madras à l'époque et pas encore Chennai, qui nous dit, ça c'était quand même, on était là depuis 3 semaines, et qui nous dit, j'espère qu'il y aura seulement 5000 suicidés. Quand même, ça fait drôle quand on entend ça. Oui. Alors on demande pourquoi. Il dit parce qu'il va pas être brûlé. Il va être enterré comme un grand dieu, c'est-à-dire debout. Donc il va pas brûler. Donc s'il y a que 5000 suicides et pas 10 000, j'aurais gagné. Eh bien voilà. Et ça continue. Ça n'a pas changé. Donc ça aussi, c'est. Je vois que vous êtes quand même saisis là. Oui, mais ce que je me demande, c'est comment on devient Dieu en Inde. Vous jouez une déesse au cinéma, c'est simple. Non, mais pas pour le sida. Pour le sida, ça n'a pas marché. C'est pas ça. Non, ça c'est l'ingéniosité d'un. Mais qui décide que c'est vrai, que vous êtes Dieu? Il y a dans l'île de Gorée un très célèbre mémorial aux esclaves. Bien. Qui a été fabriqué de toutes pièces par un sergent retraité de l'armée française qui a squatté une maison, fabriqué ce musée, qui est un musée certes, fabriqué cet endroit qui est très beau et très émouvant, dans lequel il n'y a rien de vrai. Rien de vrai. Il n'y a jamais eu d'esclaves dans cette maison du tout. Ça n'empêche que c'est un très fort symbole. Eh bien, j'ai vu aussi là une déification. On a fait coucher Mandela, le pape, Clinton, dans un machin où il n'y a jamais eu que des barriques. Enfin, bon, c'est quand même extraordinaire. Ben oui, et c'est quand même très bien. Donc voilà. Donc des choses comme ça, j'en ai quand même vu pas mal. J'avais un projet, mais c'est un projet difficile quand même pour une campagne d'ambassadeur. Je voulais, moi, devenir déesse. Donc je me serais mis dans une tenue un peu plus dévêtue que ça, en position de tailleur, ce que je sais faire. Et puis après, j'aurais joint les mains, puis après, j'aurais attendu sous un arbre. Et ça aurait marché? Eh ben oui. Mais il faut attendre.
Mais est-il trop tard? Oui. Définitivement, oui. Définitivement, oui. Vous êtes sûr? Oui. Mais justement, à propos des dieux, vous dites que ce qui vous intéresse, c'est pas seulement qu'ils existent, c'est que vous aimez raconter leur généalogie, leurs disputes, toutes leurs histoires. Leurs copulations, surtout, qui sont marrantes, quand même. C'est quoi vos dieux préférés indiens? Ah, c'est Shiva qui est le plus marrant, enfin le plus marrant, excusez-moi, il faut quand même que je respecte ces gens-là. Pour moi, c'est le plus intéressant parce qu'il est le dieu de la danse, et ça c'est quand même très important, parce que la danse en Inde n'a pas du tout le même statut que chez nous. Il est le dieu de la vie, de la mort, de la danse, de l'infini, pas de l'éternité mais de l'infini, et il est bisexué. Ce qui est quand même, c'est le seul franchement bisexué. C'est-à-dire qu'il y a une figure de Shiva dans laquelle il est partagé d'un côté homme et de l'autre côté femme, du chignon jusqu'aux orteils. Et je dis jusqu'aux orteils parce que les orteils de femme ont des petites bagues, et puis les orteils d'homme ont une grosse bague. Mais c'est vraiment formidable. Donc, voilà. C'est le seul. Tous les autres sont sexués, hommes ou femmes. Oui. Oui. Et on sait combien ils sont en tout avec tout ça, ou on n'arrive plus à les compter? Alors, le proverbe dit 300 millions. Moi, je pense que si on va à 1000, c'est raisonnable. Moi, j'en connais une petite centaine. C'est pas beaucoup. Hein. Je crois que vous en connaissez plus. Mais alors, justement, puisque vous vouliez parler de la situation politique, dans le livre, là, vous dites que les dieux, ils sont pas gênants, ils s'intègrent tout à fait bien à la démocratie. Oui. Mais à condition qu'ils soient très nombreux. Parce que j'ai vu sous mes yeux naître un parti fasciste. Fasciste n'est pas le mot. Comment est-ce qu'on peut dire? Si, quand même, on va dire fasciste. Et quand même, dans mon livre de mémoire, il y a un chapitre qui s'appelle l'Inde nazie. Parce qu'il y a eu des nazis au sens propre indiens qui ont été se faire nazifier par Goebbels en personne. Donc, c'est vraiment bien ça dont il s'agit. Il y a eu un parti nazi. Ce parti a assassiné le Mahatma Gandhi. Et ce parti est au pouvoir maintenant. Voilà, pour faire vite. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à s'installer? J'ai vu la renaissance de ce parti, qui prend un nouveau nom, et qui choisit un dieu, le dieu Ram, un seul. Pourquoi ce dieu-là? Parce qu'il est né, on sait bien, tout le monde connaît le lieu de naissance des dieux, donc il est né à la frontière du Népal, dans un dieu qui s'appelle Ayodhya. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, Ayodhya, ouais. À Ayodhya, il y a justement une mosquée qui a été construite sur le lieu de naissance de Ram, puisqu'on sait bien entendu où il est né, où sa mère a accouché, etc. On ne sait pas qui est sa mère, mais ça n'a pas d'importance. Donc ce dieu, on ne sait pas qui est sa mère quand même. Hein. Et donc j'ai vu se mettre en marche le lotus, le militant, et remonter jusqu'à Delhi, jusqu'à... ils ont mis 3 mois à remonter jusqu'à Ayodhya. J'ai gardé les dossiers de presse. Mais ça, c'est quand vous y viviez Oui, c'est en déjà 90. Oui, donc, 1990. Oui, donc ils sont partis de loin. Ils sont partis de loin pour arriver au pouvoir. Non, ils ne sont pas partis de si loin que ça, parce qu'ils ont eu le pouvoir aux élections suivantes. Alors, ils sont donc partis, ils ont fait un pèlerinage pour ramasser des briques, pour reconstruire le temple de Ram sur le site de la future détruite mosquée. Bon, à chaque halte, j'ai gardé des articles, il y avait des massacres de musulmans. À chaque halte, hein, il y avait des musulmans qui payaient. Dans un village indien, il y a une partie musulmane, une partie indienne, une partie hindoue. C'est très facile de faire la différence. Quand ils sont arrivés à Ayodhya, ils ont mis en pile les briques. Elles y sont toujours. Hein. Et puis, 2 ans plus tard, 92, où on n'était plus en Inde, 2 ans plus tard, une armée de yogis avec explosifs et tridents. Les tridents, ça tue. Hein. Et les explosifs, ça explose. Et une armée de yogis a fait exploser cette mosquée, qui était une mosquée du XVe siècle. Voilà, construite au XVe siècle. Ça a commencé comme ça. Mais j'ai entendu mes amis indiens, c'est pour ça que je compare à l'Allemagne, dire progressivement, enfin mes amis, mes ex-amis, plusieurs me disaient « Oh, quand même, les musulmans, il y en a marre, ils se reproduisent comme des rats. » Voilà, donc on entend ça. Hein. Et puis voilà comment ils sont arrivés au pouvoir. Et quand même, l'actuel Premier ministre, Narendra Modi, a été sur la liste américaine très très longtemps parce qu'il est responsable de 2000 morts musulmanes. Bon, je sais bien que c'est très compliqué de penser qu'il y a des endroits où il faut défendre les musulmans avec bec et ongles et avec foi. Mais je vous jure que là, c'est le cas. Seulement, ils sont 250 millions. Il y a eu à Bombay un prêcheur qui a dit textuellement « Ce que Hitler a fait aux Juifs, c'est très bien, on va faire la même chose aux musulmans. » 250 millions. Voilà.
C'est un peu comme les Rohingyas, hein, mais à une échelle beaucoup plus considérable. Mais le comportement du prix Nobel, tiens, oui. Femme, hein, prix Nobel femme, c'est pas forcément prix de vertu, hein, la preuve. Ça laisse perplexe. Hein. Ah ben ça laisse très perplexe, mais c'est en coordonnant, c'est tout à fait en résonance avec le Premier ministre de l'Inde. Donc vous voyez bien que ça fait mal, hein, c'est extrêmement désagréable de dire ça, mais franchement, oui, l'Inde n'est plus un pays fréquentable. Mais justement, sur la Turquie, tout à l'heure, qui n'est pas tellement fréquentable en ce moment non plus, vous disiez que vous étiez finalement assez optimiste. Mais et sur l'Inde ? Pour la Turquie, il y a des opposants partout, ils sont en prison. Hein. J'ai un filleul journaliste, photographe, pardon, qui est en prison, un filleul turc, bien sûr, turc. Il s'appelle Erdogan, le pauvre. Le pauvre. Pas de chance, mais enfin bon. Mais on sent qu'une opposition est possible. En Inde, je ne vois absolument pas d'où elle peut venir. Mais du tout pour l'instant. Vous voulez dire qu'elle est annulée, elle est dissoute? Parce qu'en fait, en Turquie, en effet, elle existe. Elle est emprisonnée, mais elle existe. Oui. Et en Inde, elle est dissoute. Il y a les universités. Il ne reste plus que les universités. Il y a ça. Il y a les universités qui, en dehors de tout ce qu'elles dispensent comme savoir, et en dehors de leurs monstrueux défauts, ont quand même cette vertu-là des capacités de résistance partout dans le monde. Donc ça, oui, voilà, il y a les universités. Mais ça ne fait pas des millions, les universités. Sinon, non, je vois rien. Donc ça vous paraît une situation bloquée, là, en ce moment? Ça va dépendre des universités. Mais comme vous dites, ils ne sont pas tellement puissants que ça. Bon, ça dépend. À l'université vous avez dit que j'avais arrêté l'enseignement. Non, pas tout à fait, puisque dans les 3 pays où nous avons été, j'ai offert bénévolement un séminaire de 3e cycle dans l'université du coin. Donc j'ai enseigné à GNU, en anglais, s'il vous plaît. J'ai enseigné à la Hofburg, dans le secteur du théâtre, et j'ai enseigné la philosophie à Dakar. Voilà, donc j'ai quand même... En anglais? Ah non, en français. En français? En Autriche aussi, c'était en français. Mais en anglais, ça n'était pas simple. C'était dans le département de Sciences of Language. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Je me suis dit, je vais accepter ça, et puis ils vont m'apprendre l'anglais. Je leur ai demandé, et ça a marché. Et voilà. C'était épatant, voilà. Encore une passion de savoir un peu plus. Non, c'est un outil. Et qu'est-ce que vous avez... En Inde, vous avez appris une autre langue? Oh mon Dieu, j'ai essayé d'apprendre le hindi. Le professeur était d'un ennui absolument total. Et puis, c'était pas drôle, parce que mon conjoint était doué, il connaissait 16 langues, donc il a appris le hindi en 3 semaines. Donc, non, j'ai lâché. Là, je dois dire que je me suis dit qu'il valait mieux que j'apprenne sur l'Inde. Et j'ai lu, j'ai appris. Dans des bibliothèques anglophones, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur l'Inde en France. Hein. Mais en anglais, oui, il y a tout ce qu'on veut. Où on en était? On en était en Inde. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous vouliez parler de l'islam. Oui, ça. C'était ça que vous vouliez dire. C'est ça que je veux dire. Il y a des endroits dans le monde où ils sont franchement persécutés et en position de minorité menacée. Voilà. Et je mettais en cause le prix Nobel birman. Oui. Non, mais c'est assez fou, cette histoire, quand même, de cette femme. Mais alors, malgré mon camarade Gérard, qui veut absolument qu'on continue à parler de l'Inde, moi, je veux que vous parliez d'un personnage que je n'ai pas connu, mais qui me fascine absolument, et que vous avez tellement bien connu, que vous avez suivi les travaux. Non, c'est Jacques Lacan. Lévi-Strauss me fascine moins. Ah bah oui, c'est bien mignon, ça. Alors vous pouvez parler de Lévi-Strauss aussi, hein. Mais... J'ai de loin préféré Lévi-Strauss. Lévi-Strauss était un grand ami. Lacan n'a jamais été un ami. J'ai suivi ses séminaires depuis le début, quasiment le début. J'ai commencé en 60. Mais tout, vous avez suivi tout, c'est incroyable. Il y a une époque de ma vie, oui, quand j'étais toujours assistante de Jean Kelevitch, où je suivais une dizaine de séminaires par semaine. Et j'inclus par séminaire quelque chose qui est le plus précieux des savoirs que j'ai jamais reçus, et qui sont les présentations de cas cliniques. Car à l'époque, il y avait cela. Et j'ai suivi donc les explications cliniques de Jacques Lacan et de 4 autres grands cliniciens. Et c'est là où j'ai appris le plus. Mais c'était des toutes petites audiences, on était 4-5. Donc oui, ça oui. C'est peut-être avec l'Inde le moment de ma vie où j'ai le plus appris. Mais vous avez suivi ces séminaires tout le temps quand même, oui, aussi, en plus des présentations cliniques. Oui, absolument tout le temps. Je vous dis, j'en suivais une dizaine par semaine. Barthes aussi, et ce fou de Grémas, qui était tellement toqué. Bon, à peu près tous, oui. Mais alors Lévi-Strauss, puisque c'est Lévi-Strauss que vous préférez. Oui,
Ce qu'il a fait de mieux, c'est de m'apprendre à vieillir. Parce que quand il y a un jour où quand on était en Inde, il avait dans les 82, 83 ans à ce moment-là. Je reviens de l'Inde pour quelques jours, je l'appelle comme prévu, il me dit « Oh là là, il n'est pas question que vous veniez me voir, vous êtes fatigué dans le décollage horaire, je viens. » Bon, donc il vient, et je lui avais apporté une cire perdue qui était une espèce d'un bovidé de cire perdue aborigène. Et il a eu beaucoup de mal à l'attraper. Bon, alors j'ai fini par le lui mettre dans les mains. Il m'a dit, bon, vous voyez, ça, c'est pas grave. Quand vous aurez 60 ans, tout va très bien. 70 ans, il y aura un petit truc. 75 ans, un autre petit truc. 80, il faut commencer à faire attention. Puis il a continué à me dévider ça, mais il me l'a répété plusieurs fois. Et ça se terminait toujours, mais ça n'est pas grave, parce que le cœur a toujours 15 ans. Et il a vécu 100 ans. Il a vécu 100 ans. Exactement, 100 ans. Et j'ai bien l'intention d'en faire autant. Bon. Mais justement, moi, je pense qu'il n'est pas trop tard pour que vous soyez déesse. Oui, malheureusement, il n'y a pas de Vatican en Inde. Mais quand même, on n'a pas parlé de votre dernier livre, Faire l'amour avec Dieu, mais j'adore cette phrase qui a été dite par un rabbin, dites-vous. La prière... Mais pas n'importe quel rabbin, c'est le Baal Shem Tov, ouais. C'est pas n'importe lequel. La prière est un coït avec la présence divine. Écoutez, ça ne s'invente pas, ces trucs-là. Non. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Mais oui. Mais moi, je vous parlais de mon prochain livre, parce que ça tourne encore à l'Inde. C'est un roman où je vais me délivrer d'un secret que je garde depuis longtemps, et qui m'a été livré par la meilleure amie d'Indira Gandhi, qui est morte depuis longtemps. Indira Gandhi, comme vous savez, est morte assassinée, mais elle a organisé son assassinat. Et c'est ça, oui, bon. Absolument. Et c'est ça que je raconte, oui, absolument. Mais c'est extraordinaire. Ah oui. Elle a décidé de se faire assassiner. Absolument. Et c'était quel geste politique? Ça signifiait quoi? C'était pour Alors, c'était un geste superstitieux, mi-politique. C'était une façon d'assurer la transmission à son fils Rajiv Gandhi. C'était une façon d'expier les morts du terrible assaut du Temple d'Or qui s'était passé avant. Et quand même, il y a quelque chose... C'est pas très compliqué. En fait, on le voit tout de suite quand on met bout à bout tout. Hein. Quand on voit que son assassin, celui qui a tiré le premier, était un garde du corps qui la côtoyait depuis 9 ans. Hein, que le gouvernement de l'Inde a dit il faut le retirer, celui-là, il est devenu fanatique. Elle dit non, je veux le garder. Ça commence comme ça quand même. Hein. Puis elle apprend que l'arbre des Nehru, parce qu'on a beau être brahmane ou athée ou matérialiste ou ce que vous voulez, c'est comme en Afrique, il y a un arbre de la famille, était mort. Donc elle va voir l'arbre, le platane, dans le Cachemire, au Cachemire, et le platane est mort. Elle en déduit que l'heure est venue. Elle va faire un sermon dans une ville qui s'appelle Bhubaneswar, qui est tout à fait sur la côte est. Et elle dit, demain, quand mon sang retombera sur l'Inde, les gouttes en fortifieront. Et elle meurt le lendemain. Donc, rien que ça, hein, c'est un peu plus compliqué, mais rien que ça c'est public. Mes amis indiens m'ont dit, ah bah bien sûr, mais t'as raison, évidemment. Oui, c'est une histoire assez... Enfin, il y a eu un accord passé entre l'assassin et... Et donc, vous allez la raconter, cette histoire? Oui, c'est fait, c'est fini. Ah, c'est fait? Ça sort quand? Ça va sortir au printemps.